l'intervention, voilà, ça fait, je pense, bien le lien avec l'intervention de Joël Roman. On tiendra compte de nos remarques. Voilà. Alors, je vais très rapidement, je voudrais tout d'abord, au nom des partenaires, remercier très vivement Joël Roman d'avoir accepté de venir à Grenoble, dans le cadre de ce projet. Vous êtes philosophe, essayiste, on vous connaît beaucoup par le fait d'avoir été rédacteur en chef de la revue Esprit, mais vous avez aussi enseigné à divers endroits, à l'Université de Paris, au CELSA. Vous avez été aussi, vous avez travaillé sur la politique de la ville à travers du comité d'évaluation, sur la politique culturelle. Vous avez été aussi fondateur de la commission Islam et laïcité. Je pense que vous nous en direz sans doute quelques mots, en 2005. Vous avez bien sûr un parcours aussi militant, politique important. Et vous avez écrit sur des choses très diverses, c'est ce que j'ai trouvé, moi je ne connaissais pas tout, et du coup j'ai été très interpellée par cette grande diversité de thèmes, au-delà de la philosophie, mais la démocratie, écrire contre la guerre d'Algérie, la question de la reconnaissance, eux et nous, et très récemment, enfin ou plutôt prochainement, donc dans un ouvrage collectif qui s'appelle Faits religieux et laïcité dans le secteur social et éducatif, vous avez écrit un article qui sera publié donc, prochainement sous la direction de Feza Ghelamine et Daniel Verba. Donc c'est un ouvrage qui peut grandement nous intéresser parce qu'il y a, je crois, beaucoup de choses très très concrètes, beaucoup d'expériences aussi. Donc nous avons demandé d'intervenir sur une quarantaine de minutes sur ces questions de laïcité, avec évidemment cet angle d'approche qui nous a rassemblés, la radicalisation et la prévention de la radicalisation, tout ce que ça peut impliquer et qu'on n'a pas encore bien découvert, je pense. Voilà, donc je vous passe la parole sans plus tarder. Et puis ensuite, donc, nous aurons un temps d'échange assez important avec vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et de cette occasion d'échanger et puis de pouvoir un peu préciser un peu ce que les uns et les autres on met sous ces différentes notions. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que à la fois je me sens assez à l'unisson et en accord et en phase avec ce qui a été dit, notamment le fait que la question essentielle elle touche autour de ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire des manières qu'on peut avoir ensemble de constituer, de faire société, hein, et en même temps, un certain doute, disons, un certain scepticisme que j'ai par rapport au lien qui peut être fait parfois entre laïcité et radicalisation ou lutte contre la radicalisation. Je comprends bien pourquoi, dans le moment, alors, panique morale peut-être, ou en tout cas d'émotion qui a suivi les attentats, un certain nombre de gens ont invoqué, entre autres, la question de la laïcité, mais enfin, pour être sérieux, personne n'imagine effectivement que la question du terrorisme soit un déficit de laïcité. Ça n'a rien à voir. Donc je crois vraiment qu'il faut être là-dessus assez prudent. Il me semble que le plus souvent, quand on lit les deux choses de façon trop étroite, ça obéit au fond à deux présupposés qui me paraissent en partie au moins contestables et probablement faux. Le premier, c'est que la radicalisation sera un phénomène spécifique et interne aux religieux, et le second, c'est que la laïcité serait un moyen de se prévenir à l'égard des religions, que la laïcité aurait une fonction préventive à l'égard de la religion. Or, je crois que ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Sur le premier point, je crois que la question du religieux ne débouche pas nécessairement et ne débouche pas la plupart du temps sur des formes de radicalisation ou de radicalisme, même si ça peut déboucher, même s'il y a des pans ou des courants dans le religieux et dans les différentes religions qui sont des courants qu'on pourrait qualifier de fondamentalistes, d'intégristes, mais ce sont des courants qui ont leur spécificité, dont on peut comprendre la logique de fonctionnement, y compris la logique religieuse de fonctionnement. En tout cas, ça se distingue nettement, je crois, de la question du radicalisme. Pour le dire de manière rapide sur cette question, il me semble que
on peut souscrire tout à fait à ce que disait un excellent analyste du problème qui est Olivier Roy, et qui parlait à ce propos, quand il parle de ce qui se produit et de ces formes de radicalisation, il parle d'islamisation de la radicalité et non pas de radicalité qui serait liée, propre ou spécifique à l'islam. Quand il parle d'islamisation de la radicalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a des raisons et des formes de radicalité qui sont en quelque sorte spécifiques, qui tiennent à des évolutions, alors pour les unes, des évolutions psychologiques, pour d'autres peut-être aussi à des parcours de vie, et parfois aussi à des formes de rupture sociale, de rupture dans lesquelles... et puis il y a des logiques qui sont proprement politiques, de construction politique, de logique radicale et de radicalisme. Mais il me semble que là-dessus, je crois que si on prend au sérieux cette hypothèse-là, à ce moment-là, on est amené à considérer la question de la radicalité dans sa spécificité, et je ne sous-estime pas du tout, évidemment, l'ampleur et l'importance de cette question, mais en tout cas, la distinguer assez nettement de la question religieuse et, du coup, de la question laïque. Le deuxième aspect, le deuxième présupposé que je trouve un peu contestable, c'est l'idée que la laïcité, ça nous servirait, au fond, à nous prémunir contre le religieux. Que la laïcité serait un outil pour limiter, cantonner, restreindre le champ du religieux. Alors, ça correspond à peu près à ce que Jean Bobéro, qui est un grand spécialiste de la laïcité, un des meilleurs connaisseurs de la laïcité, appelle, lui, la laïcité falsifiée. Il me semble que c'est un peu ce qui se passe assez souvent quand on invoque la laïcité simplement comme moyen de se défendre, comme moyen de refouler le religieux. C'est une des représentations qui est les plus répandues de ce qu'est la laïcité. C'est une représentation qui ne correspond pas à ce que disent les textes ni l'esprit des lois ou des textes de loi qui garantissent et qui précisent ce qu'est la laïcité, et qu'on voit réapparaître ici ou là périodiquement. Alors, il est clair que cette représentation dans la France contemporaine se cristallise le plus souvent sur les questions de l'islam ou sur les manifestations de l'islam et sur les revendications ou sur les manifestations de visibilité de l'islam, et on l'a vu plus particulièrement autour des questions, par exemple, du port du foulard. Donc il est clair qu'il y a là quelque chose qui est une espèce d'abcès de fixation, plus ou moins justifié. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des formes d'irritation, de choses là, mais des irritations, des énervements, des incompréhensions ne font pas un raisonnement. Ils ne font pas, en tout cas, n'ont pas forcément une validité juridique à mettre en avant. Donc, il me semble que cette idée repose très souvent sur, et vous avez fait allusion à mi-mot, sur l'idée qu'il y aurait une frontière absolue entre le public et le privé. Et qu'au fond, la laïcité, ça serait ce qui interdit toute expression religieuse dans l'espace public et ce qui refoule toute la religion dans le seul domaine du privé. Le privé étant entendu comme le domaine strictement personnel, celui du fort intérieur. Or, il me semble que ni les textes, ni la réalité même sociale de ce que sont les religions ne correspond à ce partage-là. Les textes ne disent pas ça parce que les textes, au contraire, disent que la religion n'a pas de rôle public au sens du droit public, mais pas au sens de l'espace public. La religion ne doit pas interférer avec les institutions, mais elle ne doit pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de place dans l'espace public. Et d'autant plus que ces mêmes textes précisent que la France garantit le libre exercice des cultes. Donc le libre exercice des cultes, c'est bien l'exercice effectivement de quelque chose qui a une signification qui n'est pas simplement une signification individuelle. La religion, c'est essentiellement deux choses. C'est à la fois un corpus de croyances, et il y a évidemment dans ce corpus de croyances une dimension qui est une dimension individuelle, mais c'est aussi un ensemble de rites, lesquels ont bien sûr une dimension individuelle, mais ont toujours en même temps une dimension collective. Une religion, c'est ce qui se fait à plusieurs. C'est pas ce que je fais tout seul dans mon intimité. Ce que je fais tout seul dans mon intimité, c'est ma toilette. Et ça, c'est pas de la religion. Donc on ne confond pas la religion et la toilette, on ne confond pas ce qui se fait collectivement et ce qui est quelque chose qui peut avoir évidemment une forme d'existence publique, et puis ce qui est purement
personnelle, purement intime, même s'il y a évidemment dans la croyance religieuse une dimension qui est une dimension intime. Dans ce que je crois, il y a bien sûr une dimension qui est une dimension intime, mais ce que je crois n'a de sens en quelque sorte qu'à partir du moment où je le crois avec d'autres. Et où avec d'autres, on va en quelque sorte essayer de manifester nos convictions, nos croyances, de telle ou telle manière. Donc je crois que là-dessus, il faut se garder d'un certain nombre de confusions. Et en particulier, il faut se garder la confusion qu'on peut faire entre l'État et la société. Du fait de cette confusion, on a tendance à penser que la doctrine de la laïcité imposerait une espèce de neutralité à l'égard de la religion partout. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'impose l'idée de la laïcité, à juste titre, c'est l'idée de la neutralité de l'État, c'est-à-dire des institutions publiques, des fonctionnaires, à l'égard des opinions religieuses et à l'égard de la manifestation d'opinions religieuses. Donc, bien entendu, il y a une obligation pour l'État et donc pour ses fonctionnaires d'être eux-mêmes dans une posture de stricte neutralité, c'est-à-dire de stricte abstention, au fond, à l'égard de la manifestation de leurs propres croyances religieuses. Mais ça a comme contrepartie, évidemment, la diversité dans la société. La possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir la religion qu'il veut. Et la possibilité pour chacun d'entre nous d'avoir les pratiques religieuses qu'il veut. C'est bien pour cette raison-là que, si je suis fonctionnaire de l'État, je me dois d'être neutre. C'est pour permettre à chacun de pouvoir exercer, lui, librement, le culte qu'il envie ou le culte qui est le sien. Donc, il y a un rapport étroit entre les deux choses, mais ce rapport étroit montre bien que précisément il y a deux choses distinctes. D'un côté, une neutralité absolue et une abstention totale qui est le côté de l'État, le côté de cette fonction organisatrice de l'État, et puis d'un autre côté, évidemment, la diversité effective des comportements qui correspond à la diversité sociale. La diversité sociale sur le plan religieux comme sur les autres plans, qui est le fait même de la société. Donc je crois qu'il est important de bien distinguer ces choses-là et de ne pas les confondre, de manière à précisément avoir sur ces questions-là, avoir un peu de... prendre parfois un peu de distance. C'est tellement vrai que ce que la loi de 1905, qui définit au fond les bases et les principes de la laïcité en France, qui interdit fondamentalement l'idée que les religions soient d'une façon ou d'une autre subventionnées sur des fonds publics. Il y a une exception à cette règle-là, et une exception qui est faite par la loi, qui est de dire que dans les situations où les personnes ne peuvent pas pratiquer le culte de leur choix, qui étaient les situations des personnes qui étaient en situation de limitation de leur déplacement. En gros et en clair, c'était les internes des établissements d'enseignement, les prisonniers, les militaires et les malades des hôpitaux. Tous ceux qui ne peuvent pas, évidemment, librement vaquer à circuler pour pouvoir pratiquer le culte de leur choix. Dans ces cas-là, précisément, la loi prévoit et l'État prévoit et organise un service du culte pour ces personnes qui est, en quelque sorte, lui, financé publiquement. Et ce service s'appelle les aumôneries. Et aujourd'hui encore, il y a des aumôneries qui sont des aumôneries catholiques, des aumôneries protestantes, des aumôneries juives, des aumôneries musulmanes, dans les prisons, les hôpitaux, parfois dans certains établissements d'enseignement, et à l'armée. Donc on a là quelque chose qui montre bien la logique et la cohérence, au fond, et de nos institutions, et de notre législation, et du principe qui est celui de la laïcité. Le principe de la laïcité, encore une fois, il organise une espèce de neutralité de l'État pour permettre une diversité de la société. Et c'est en permettant cette diversité de la société qu'il renforce en quelque sorte l'obligation de neutralité du côté de l'État qui est l'organisateur de cette possibilité pour chacun de pratiquer la religion qu'il veut. Donc je crois que cet aspect-là est très important à rappeler, très important à préciser pour bien comprendre, pour bien connaître le sens de la laïcité, le sens, je dirais, à la fois de la loi, mais aussi le sens social que peut avoir l'idée de la laïcité. Parce qu'on peut avoir un sens social à cet égard-là. Mais il faut aussi, bien sûr, comprendre que ce qu'on perd, au fond, dans cette réduction de la laïcité simplement à l'idée de c'est quelque chose qui ne concernerait que le renvoi de la religion dans l'espace privé. Ce qui est perdu là-dedans, c'est d'une part une capacité
de fonctionner un peu en phase dans notre droit avec la jurisprudence qui se constitue progressivement des institutions internationales, d'abord des institutions européennes et puis aussi des institutions internationales. Et récemment, par exemple, à la suite d'une observation de la Cour internationale des droits de l'homme, la Cour de cassation a indiqué qu'elle allait probablement reprendre la question et revoir la question qui avait été tranchée à un moment donné. Vous vous rappelez de l'affaire Babilou et de l'interdiction qui avait été faite à une femme de porter le foulard dans cette crèche, mais peu importe, ici. Mais il y avait eu à un moment donné une décision de la Cour de cassation. Or, la décision des institutions internationales va plutôt dans le sens, en quelque sorte, d'une organisation, au fond, d'une forme de tolérance générale, et ça interpelle, et ça a interpellé profondément les magistrats de la Cour de cassation. Donc on est là dans quelque chose qui, à mon avis, est un mouvement important et qui doit être compris et analysé. Alors, pour quelles raisons on en est et on est tellement dans ces confusions et dans ces à peu près, parce qu'après tout, et dans ces crispations même, on pourrait dire. Il me semble qu'il y a deux raisons fondamentales qui sont à comprendre, à évoquer. L'une qui a rapport avec l'histoire, enfin les deux ont rapport avec l'histoire, mais l'une a un rapport avec l'histoire de la laïcité, précisément. La laïcité n'est pas venue comme quelque chose de spontané ou de naturel, elle s'est imposée à la suite d'un combat. Et elle s'est imposée à la suite d'un combat dans une France, celle de la fin du XIXe siècle, qui était une France très majoritairement catholique, où l'Église catholique avait un poids considérable, non seulement un poids sociologique considérable, mais un poids politique considérable, un poids économique considérable, et un poids, je dirais, institutionnel considérable sur les esprits, sur les comportements, etc. Et ce catholicisme était un catholicisme qui était, à ce moment-là en tout cas, un catholicisme profondément anti-républicain. Non seulement c'était une religion, mais c'est une religion qui, dans ce moment-là, avait clairement opté pour l'hostilité à la République, le combat contre la République et le combat contre les idéaux républicains, contre la manière de penser la République. Donc, il y a eu, pendant tout ce moment-là, tout un courant qui s'est construit, qui a construit, au fond, ce qu'on peut appeler une laïcité de combat, à juste titre, bien sûr. Une laïcité qui était essentiellement conduite par, au fond, un idéal d'anticléricalisme. On appelait cléricalisme précisément cette façon de vouloir que le monde catholique, enfin les responsables institutionnels de l'Église catholique gouvernent au-delà de l'esprit des croyants la totalité de la société. Et donc c'est bien une forme d'émancipation par rapport à cette domination qui a été celle du catholicisme, dont la laïcité est l'héritière. Alors, c'est, je crois, en partie de cette histoire-là que vient cette espèce d'orientation parfois un peu anti-religieuse de la laïcité, ou de compréhension anti-religieuse de la laïcité, mais ça renvoie précisément à une situation historique qui est une situation historique à laquelle précisément le législateur de 1905 avait voulu tourner le dos. Il avait voulu mettre un point final à cette affaire-là, mettre un point d'arrêt à cette affaire-là en disant, et c'était notamment le cas de Briand et de Jaurès, qui étaient les promoteurs pour l'essentiel de cette loi de 1905, qu'ils allaient essayer de construire une laïcité qui permettrait, y compris aux catholiques et à la religion catholique, de continuer d'exister dans les formes d'organisation qu'elle voulait, dans les formes d'organisation qu'elle souhaitait, et qui étaient les leurs, et qui ont bien compris cette idée qu'il fallait partager, au fond, les responsabilités propres de l'État d'un côté, et renvoyer les autres à la société. Donc, c'est ce qu'ils ont fait au niveau des principes, c'est ce qu'ils ont fait au niveau de la loi, c'est ce qui s'est progressivement fait d'ailleurs petit à petit dans la société, et à travers notamment une jurisprudence constante sur cette question du Conseil d'État et des institutions juridiques. Mais il y a encore une fois cette espèce de passé historique, et je dirais presque de passif historique, qui est une des raisons qui fait qu'on a cette situation en partie de laïcité falsifiée.
La deuxième raison est elle aussi historique, et je crois qu'elle renvoie là à autre chose, puisque ça concerne là principalement l'islam, ça concerne tout simplement l'héritage de la colonisation, et l'héritage du statut qui était celui de l'islam dans la période coloniale. Tout d'abord parce que l'islam était et a été associé par les autorités de la colonisation à ce qu'on a appelé le statut personnel, c'est-à-dire un statut juridique. Quelque chose qui régissait, donc ce n'était pas considéré comme une religion, c'était considéré comme un statut juridique qui régissait, en termes équivalents au fond à ceux du droit civil, mais différents, le comportement de ceux qu'on considérait comme étant des indigènes à l'époque. Hein. Et de ceux qui, parce qu'ils étaient musulmans, étaient en quelque sorte dans un statut juridique qui n'était pas celui des citoyens. Donc cette dimension-là est évidemment tout à fait décisive pour comprendre cette dimension-là de l'héritage par rapport à l'islam, et à tel point que quand il y a la loi de 1905 qui est votée, qui est adoptée, il y aura un refus constant, sur pression notamment des populations européennes des colonies, et notamment de l'Algérie, d'appliquer la loi de 1905 aux colonies en Algérie aux populations musulmanes, c'est-à-dire à l'islam. La loi de 1905 s'appliquait en Algérie. Je vous rappelle que l'Algérie faisait partie, était composée de départements français, donc faisait partie du territoire métropolitain, si on peut dire, hein, et était, donc la loi de 1905 s'applique là, mais aux seules populations qui étaient les populations européennes, et donc de confession, disons, catholique, protestante ou juive, hein, de confession chrétienne ou juive, mais ne s'appliquait pas aux musulmans. Et il y a une résistance constante des autorités à l'application de la loi de 1905 à l'islam, alors même que l'Assemblée des oulémas, à plusieurs reprises, a demandé l'application de la loi de 1905 à l'islam. Et donc, eux, ils voyaient bien que, précisément, il y avait là une opportunité qui leur permettait d'avoir une forme d'existence religieuse et une forme d'ouverture qui était tout à fait intéressante. Mais ça n'avait pas été possible. Et puis, par la suite, évidemment, on voit bien que ce qui s'est passé et qui s'est construit à certains moments comme mode de confrontation au moment de la guerre d'Algérie, enfin, déjà pendant la colonisation, puis ensuite pendant la guerre d'Algérie, a été constamment quelque chose qui a mis au premier chef, évidemment, la question de l'islam, avec, là encore, toute une stratégie et une série de stratégies qui se voulaient des formes d'émancipation forcée. Il y avait des scènes collectives de dévoilement des femmes, etc., mais sous la contrainte, hein, évidemment, avec profondément l'idée que c'était le témoignage de quelque chose qui était une forme d'hostilité à la colonisation. Ce qui est peut-être pas faux, mais en tout cas, c'est pas le bon prisme, me semble-t-il, pour comprendre ce qu'est une religion et comment on peut comprendre une religion. Bref, d'une façon générale, il me semble que tout ça participe, au fond, d'une forme de résistance ou de réticence à accepter et à reconnaître la présence dans le territoire, sur le territoire national et dans la société française, d'un certain nombre de gens qui sont musulmans parce que, précisément, c'est là leur conviction, hein, et qui font partie intégrante de notre société, qui ne sont pas simplement des corps étrangers qui se grefferaient en quelque sorte sur une France qui serait, par pour tout un tas de raisons, en raison de son roman national, comme vous l'évoquiez, indemne de tout lien avec l'islam. Hein. Donc, je crois qu'au contraire, d'une certaine manière, l'islam fait partie de notre roman national, ou fait partie en tout cas de notre histoire nationale, et ne doit pas être exclu au nom d'une vision idéalisée et faussée de cette histoire. Donc il y a là quelque chose qui est très important, qui renvoie précisément, je pense, aussi à un autre aspect, et j'étais content que Faiza évoque cet aspect, cette question-là, qui est la question de la reconnaissance. Il me semble que notre culture politique, et quand je dis notre culture politique, j'entends par là la culture politique républicaine, celle qui s'est construite autour d'une certaine vision du citoyen, d'une certaine image du citoyen, d'une certaine nécessité de construire le citoyen de cette façon-là, elle a cherché à promouvoir un citoyen qui soit un citoyen, en quelque sorte,
libre de toute forme d'attache, qu'il soit un citoyen émancipé. Et on continue, bien sûr qu'il y a l'horizon d'émancipation est encore aujourd'hui un horizon important et un horizon décisif pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'individus dans cette société. Il y a des tas de situations d'oppression dont nous devons nous émanciper. Mais en tout état de cause, ça ne doit pas être uniquement quelque chose qui soit animé par l'idée d'un citoyen qui serait coupé de toute forme d'appartenance, ou coupé de toute attache, qu'il s'agisse des attaches familiales, qu'il s'agisse des attaches professionnelles, qu'il s'agisse des attaches régionales, qu'il s'agisse même d'attaches ethniques, et qu'il s'agisse bien sûr des attaches religieuses. Je crois que ce mouvement d'émancipation et cette culture de l'émancipation, dont en France on a été très profondément les porteurs et dont une certaine représentation de l'école a été pendant longtemps aussi l'un des principaux vecteurs, cette culture de l'émancipation, elle participe au fond de l'idée qu'il y aurait un modèle d'émancipation et que ceux qui sont déjà émancipés savent mieux que ceux qui ne le sont pas encore ce qui leur convient, ce qu'il leur faut. Alors c'est évidemment quelque chose qui est un réflexe qu'on rencontre assez souvent, bien entendu, dans plein de situations. Vous évoquiez les professionnels du travail social, mais pas seulement dans le travail social, dans l'éducation aussi, dans beaucoup de domaines. Les professionnels ont tendance à savoir, parce que précisément c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils ont appris. Donc souvent mieux que les personnes elles-mêmes, ce qui leur convient, ce qui leur faut. C'est tout à fait normal de penser comme ça, et c'est tout à fait compréhensible. Il faut se méfier néanmoins de ce sentiment, parce que je crois, tout simplement, et on se rend compte que c'est souvent inopérant, que l'émancipation des individus ne peut être que ce que les individus eux-mêmes décident de faire. Et vouloir émanciper les gens malgré eux ne me paraît pas quelque chose de très efficace. Et que l'enjeu, précisément, c'est souvent que, en miroir, au fond, de cette question de l'émancipation, on assiste assez souvent à une forme de défaut, de déficit de ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance, qui est l'autre versant de l'émancipation. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est simplement le fait de reconnaître les gens tels qu'ils sont là où ils sont. Vous êtes comme ça, vous êtes ici, vous êtes là, vous avez cette histoire, vous avez cette figure. Vous faites quand même partie de notre société. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a pas de sens à acquitter. Il n'y a pas à vouloir se conformer ou être à tout prix conforme à tel ou tel type de modèle. Peut-être qu'effectivement, à partir de ce que vous êtes, vous allez évoluer. Et il est probable qu'effectivement, les professionnels sont là pour vous aider, pour vous apporter des indications, pour vous offrir des chemins qui vont vous permettre d'évoluer. Mais ils n'ont pas à dévaloriser ce que vous êtes d'emblée en disant de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur. Alors, bon, l'expérience scolaire d'un certain nombre d'entre vous et d'entre nous est parfois une expérience comme ça de cette espèce d'humiliation dans laquelle on s'est senti n'être pas à la hauteur de ce qu'on devait faire, de ce qu'on attendait de nous, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose là qui renvoie à une dimension humaine très profonde, qui fait qu'il est nécessaire de concilier à la fois le mouvement d'émancipation, mais tel qu'il part de l'individu et de la personne elle-même, et d'aller précisément vers quelque chose qui serait une reconnaissance de ce que sont les individus en tant que tels. Je veux dire que par là, on retrouverait peut-être plus fortement ce qu'est, au fond, l'idée même de nation. La nation, c'est la communauté de ceux qui appartiennent ensemble à un même groupe, à un même territoire, et qui font avec les uns avec les autres, qui prennent les individus tels qu'ils sont ici et maintenant. Autrement dit, nous ne fonctionnons pas dans le champ politique, nous ne devrions pas fonctionner dans le champ politique sur la base de communautés de choix, de communautés électives. La communauté politique de référence ne peut pas être une communauté élective. Je veux dire, je ne peux pas choisir mes concitoyens. Je ne peux pas choisir ceux avec qui je vais faire société. Je peux choisir les personnes avec qui je vais partir en vacances, avec qui je vais aller dîner, avec qui je vais aller habiter, etc. Et jusqu'à un certain point,
la vie sociale, elle est faite de cette multiplicité de choix divers dans lesquels, précisément, on précise un peu les formes de vie dans lesquelles on va fonctionner. Et on va se dire, bah, tiens, pour telle ou telle chose, je vais choisir tel ou tel type de personne. Mais le fond politique de tout ça, c'est que je fais société avec tout le monde, avec les gens de la rue, avec les gens qui sont là, et tels qu'ils sont. Et je n'ai pas à les choisir, et j'ai pas à les soumettre en quelque sorte à des injonctions de conformité qui feraient que tel ou tel aspect de leur comportement me paraîtrait non conforme ou non admissible, parce que tout simplement je l'aurais décrété comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait arbitraire là-dedans. Donc je crois que travailler sur la reconnaissance, c'est aussi travailler sur une manière profonde de comprendre ce qu'on appelle précisément le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est d'abord prendre acte du fait qu'on est ensemble. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a pris acte du fait qu'on est ensemble, il y a à vivre ensemble. Donc, après, il faut se frotter les uns avec les autres, et c'est pas toujours facile. Donc on doit évidemment les uns et les autres apprendre à faire des concessions. Mais je crois que fondamentalement, j'ai pas à choisir ceux avec qui je veux vivre, et la seule contrepartie de ça, c'est qu'ils n'ont pas à me choisir non plus. Ils doivent vivre avec moi, tel que je suis. Donc, bon, mais c'est quelque chose qui est important et qui renvoie, je crois, à quelque chose qui est anthropologiquement très important. C'est au fond, on choisit, dans beaucoup de cas, alors plus ou moins évidemment, mais on choisit beaucoup de choses dans notre existence. Il y a deux choses qu'on choisit radicalement pas, c'est nos parents et nos concitoyens. Mes parents, ils n'ont pas choisi. Et je ne les ai pas choisis. Voilà. Alors, je ne les ai pas choisis, mais ils ne m'ont pas choisi non plus. Ils ont tout au plus choisi d'avoir un enfant. Mais certainement pas moi. Mais voilà, la vie, elle fait partie de choses qu'on reçoit comme ça, qu'on ne choisit pas. Et je n'ai pas choisi mes concitoyens. Je n'ai pas choisi d'être à côté de Faïza, à côté de Sophie, etc. Là, j'ai choisi de l'être, parce que c'est une situation institutionnelle dans laquelle je suis engagé. Mais dans l'espace social, je ne sais pas choisir. Et, voilà, je pense que ça, c'est très important, parce que c'est autour de cette question-là, du refus d'une émancipation contrainte, du refus d'une émancipation forcée, et de cette idée de la reconnaissance, qu'on peut reconstruire, je crois, aujourd'hui, cette idée du vivre ensemble, cette idée de... Et il me semble que pour ça, la laïcité est un outil tout à fait efficace et tout à fait utile, encore une fois, à condition de lui donner vraiment sa signification propre et de ne pas la surinterpréter dans un sens qui ne correspond pas à ce qu'elle veut dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, la parole est à la salle. Donc, je pense que vous avez des réactions, des questions. Parlez bien fort, encore une fois, et de façon assez concise. Bonjour, Monsieur Roman, je voulais vous remercier en fait pour votre intervention. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est l'injonction de conformité. Je travaille pour une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne et on accompagne un certain nombre de personnes et de femmes qui souhaitent avoir le droit d'accéder aux piscines municipales. On leur interdit l'accès aux piscines municipales de la ville de Grenoble parce que leurs maillots sont trop longs. Et les excuses qu'on leur donne, c'est qu'il y a des problèmes d'hygiène, vous portez vos maillots toute la journée, évidemment, dans la rue, il y a des questions de sécurité, et il y a une question de pression sociale. En mettant vos maillots longs, vous allez mettre la pression sur les personnes qui ne portent pas des maillots longs. Donc s'il vous plaît, restez chez vous, ou venez en bikini. Et en fait, on est dans une impasse aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer sur cette question-là, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et par quelle porte d'entrée on pourrait aller pour faire changer ce règlement intérieur dans un premier temps et s'attaquer à tout un autre spectre de discrimination. Peut-être une deuxième question.
On va prendre deux, trois. On va prendre plusieurs questions. Oui. Est-ce que vous pensez que le multiculturalisme favorise le vivre ensemble? Je reformule, est-ce que le multiculturalisme favorise le vivre ensemble pour ceux qu'on peut entendre? Encore une question? Oui. Est-ce que la neutralité dans la fonction publique, notamment de les fonctionnaires, elle ne pose pas un problème d'un point de vue des discriminations, mais aussi de représentativité de l'État? Tout le monde a entendu? Est-ce que la neutralité des fonctionnaires ne pose pas un problème en termes de représentativité, enfin de représentation de l'État et en termes de discrimination? Je pense qu'il y a un nœud aujourd'hui dans notre société avec la question de la vérité, que ce soit pour des questions religieuses ou pour d'autres questions. On devient intégriste, quelle que soit sa foi, son engagement, que ce soit dans une ZAD ou pour les récents mangeurs de légumes qui attaquent les boucheries. On devient intégriste et violent quand on pense avoir une vérité qui doit s'imposer au-dessus des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, je me demande, et je vous pose la question, si quand vous dites que la laïcité ne doit pas imposer, est-ce qu'elle n'a pas quand même en elle une forme de vérité et qui devrait, entre guillemets, être supérieure pour permettre de vivre ensemble? Oui, c'est déjà pas mal là. Il y en a encore un autre, là, il y en a encore deux autres. Encore un peut-être? Oui. Donc la question que Bien fort. Bien fort. Donc la question c'était qui se posait dans la France, beaucoup de citoyens français pour comparer la situation en France avec la situation en Angleterre. Alors on parlait, il y a certains messieurs qui parlaient de multiculturalisme, mais la question qui se posait c'est la multicommunicabilité. Qu'en pensez-vous? Alors, quelques éléments de réponse, hein, mais ce que je voudrais, c'est que quelques éléments. Sur les piscines d'abord, puisque vous avez posé la question, à quoi ça sert une piscine? Je crois qu'il faut toujours repartir de ça, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à ce que les personnes puissent fréquenter une piscine pour pratiquer la natation ou pas? Et est-ce que c'est ça l'objectif? Si c'est ça l'objectif, à ce moment-là, on cherche à ce que le maximum de personnes puissent pratiquer la natation. Si ça pose des problèmes, et ça peut poser des problèmes, je l'admets tout à fait, hein, que certains puissent être, à un moment donné, veuillent pas, bref, il faut essayer d'organiser les choses de telle façon à ce qu'on puisse tous partager la piscine et collectivement pratiquer la natation. Hein. Donc après, dans le détail, je ne sais pas, hein, vous me dites comment faire pour modifier le règlement, etc. Bon, ça je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui sont attaquables juridiquement, j'en sais rien, je ne connais pas le détail de ce que vous évoquez, mais voilà. Il me semble que ce qui devrait être mis en avant, c'est au fond une règle qui est une règle du meilleur usage possible d'un équipement collectif. Par définition, une piscine, mais c'est vrai pour un stade, c'est vrai pour n'importe quoi. Hein, on n'imagine pas qu'on puisse penser que sur un stade, il y a des gens qui ne peuvent pas venir sur le stade pour s'entraîner parce que facilement ils seraient ceci ou ils seraient cela. Hein. Donc il me semble que c'est un peu du même ordre. Alors, la question que vous m'avez posée sur le multiculturalisme, il faut se méfier des mots et de l'usage des mots. Le mot multiculturalisme, il peut vouloir dire des tas de choses, et on a pu en donner, selon les cas et selon les moments, des définitions extrêmement différentes. Dans un premier temps, déjà, je dirais que le
multiculturalisme, avant même d'être un principe ou d'être quelque chose qui viendrait organiser ou inspirer des politiques publiques ou des attitudes, c'est un fait. Nous habitons des sociétés qui sont des sociétés multiculturelles. Donc, c'est déjà de l'ordre d'un fait. Il y a un fait du multiculturalisme. Nos sociétés sont des sociétés multiculturelles. Alors, certains préfèrent dire pluriculturelles, peu importe. Mais nous vivons dans des sociétés qui sont multiculturelles. Et je dirais qu'elles sont multiculturelles à plus d'un titre. C'est-à-dire que non seulement les individus appartiennent à des communautés culturelles différentes, mais selon leurs activités, ces mêmes individus appartiennent à des communautés culturelles différentes. Moi-même, j'appartiens à des cultures différentes selon les activités auxquelles je me livre. Quand je pars en vacances, quand je pratique un sport, quand je pratique mes loisirs favoris, quand je vais au cinéma, ou quand je lis tel ou tel type de livre, je me retrouve avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et donc qui sont culturellement, en quelque sorte, centrées sur cette chose-là. Ces personnes peuvent être totalement hétérogènes les unes avec les autres. Et il n'y a aucune raison que celui qui aime lire les mêmes livres que moi aime pratiquer les mêmes sports que moi. Et que ceux qui sont mes copains que je vois quand je pratique le sport sont les mêmes que ceux que je fréquente dans mon horizon professionnel ou dans mon horizon relationnel par ailleurs, religieux par exemple. Et les sphères culturelles ne se recoupent pas. Elles sont extérieures les unes aux autres. Les uns et les autres, on peut être vous musulman, moi catholique, un autre juif, etc., et être ensemble dans une même activité qui nous réunit, et par exemple une activité professionnelle, et par ailleurs, quand on va se retrouver sur la base du religieux, on sera dans d'autres communautés, dans d'autres groupes. Donc le multiculturalisme, c'est ça aussi. C'est cette diversité des engagements des uns et des autres qui font que nous avons, en quelque sorte, tous des engagements à géométrie variable. Il me semble que dans ce sens-là, je pense que c'est une bonne chose de reconnaître la diversité culturelle de la société et d'une certaine manière de la consacrer ou en tout cas de manifester publiquement qu'il y a une diversité culturelle parce que elle me paraît à la fois source de richesse sociale et en même temps légitime. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur l'Angleterre et le multiculturalisme. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que juger ce qui se passe en Angleterre, parce que c'est plus compliqué que ça aussi, parce que je pense que l'Angleterre, comme la France, elle est soumise au même titre, je dirais, de dynamique sociologique. Mais il est vrai qu'en Grande-Bretagne et dans un certain nombre de pays anglo-saxons, on a eu tendance à aller vers quelque chose qui est une orientation qui tire, au fond, le multiculturalisme, c'est-à-dire cette pluralité, plutôt vers des formes de communautarisme, c'est-à-dire qui renvoie... Alors, la distinction, elle est assez claire. L'idée, c'est que dans un système qui serait vraiment un système communautaire ou communautariste, il y aurait des lois, des règles juridiques spécifiques pour chacune des communautés. Chaque communauté aurait sa règle juridique spécifique et les communautés ne relèveraient pas de la même règle juridique selon la communauté à laquelle on appartient. C'était, entre parenthèses, cette forme de communautarisme strict, c'est exactement le régime qui était celui de la colonisation. Quand on parle de communautarisme, c'est ça. Et donc si on ne veut pas de ça, on ne veut pas du communautarisme. Donc, encore une fois, dans le débat français aujourd'hui, quand on parle de communautarisme, c'est pas ça qu'on désigne. On désigne au contraire autre chose qui n'a rien à voir avec ça, qui n'a rien à voir avec la revendication d'une règle juridique spécifique, mais qui a à voir avec le fait que les individus appartiennent à des communautés. Bien sûr qu'ils appartiennent à des communautés. Chacun d'entre nous appartient à des communautés. Et les liens communautaires qui nous unissent, qui nous relient les uns aux autres, sont des liens précieux. Ce sont des liens qui nous permettent de vivre. Ce sont des liens qui font partie, je dirais, de ce qui nous soutient et de ce qui nous aide au quotidien. Donc, bien entendu qu'il y a une forme d'appartenance communautaire
qui est quelque chose d'important et qui relève précisément du multiculturalisme tel que je l'ai défini. Mais le communautarisme, au sens, encore une fois, de revendication juridique de communautés séparées, alors, à ma connaissance, d'ailleurs, personne ne le fait en France. Il n'y a pas de revendication communautariste de ce type, en tout cas, j'en ai jamais entendu. Et donc, je ne crois pas que ça soit... mais c'est un fantasme, c'est vrai. Il y a deux autres questions. D'une part, la neutralité de la fonction publique. Est-ce que la neutralité de la fonction publique n'est pas quelque chose qui induit d'une part des discriminations et qui ferait obstacle à la représentativité? A priori, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, sur la discrimination, bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas de discrimination. S'il y a une obligation de neutralité, elle est liée à l'exercice de la fonction, et c'est une obligation qui s'impose dans les mêmes termes à tout le monde. Donc c'est une neutralité que nous devons avoir à l'égard, je dirais, des différents types d'appartenance, alors en l'occurrence les appartenances professionnelles, mais on pourrait l'étendre aussi aux appartenances politiques. En tant que... Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que simplement, si je suis fonctionnaire, quand je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions, je peux évidemment avoir toutes les appartenances que je veux. Je peux aller au temple, à l'église, à la mosquée, etc. etc. Je peux participer à telle ou telle réunion politique. Je peux être un militant de tel ou tel parti politique, de tel ou tel groupe politique, de tel ou tel syndicat, de telle ou telle association, etc. Tout ça, je peux le faire, je dirais, quand je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions. Quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, je me dois, alors avec plus ou moins de rigueur et de précision, mais quand même à une certaine forme de neutralité à l'égard de ces engagements-là. Précisément parce que dans l'exercice de mes fonctions de fonctionnaire, j'ai affaire à un public qui, lui, peut être composé de gens qui sont extrêmement différents. Et comment ils vont réagir si, quand ils viennent devant le guichet que j'occupe, ils s'aperçoivent que je privilégie systématiquement, ou que je suis, ils peuvent supposer que je vais privilégier ceux qui appartiennent au même parti que moi, ou ceux qui ont la même confession que moi, si je l'affiche. Donc c'est pour ça qu'il y a une règle de neutralité. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que ça introduit de la discrimination. Est-ce que ça introduit une moindre représentativité? Vous avez raison, il y a un risque. Il y a un risque, effectivement, à ce que, de ce fait, une certaine diversité de la société soit effectivement moins représentée. Là, c'est plus une question, je dirais, de volontarisme dans les formes de recrutement, dans l'idée, et puis de faire accepter aussi à la société qu'il peut y avoir des gens qui sont des fonctionnaires et qui ont des visages un peu différents. Le fonctionnaire n'est pas forcément une personne entre deux âges, plutôt homme, un peu grisâtre, voilà. On peut penser qu'un fonctionnaire, c'est tout le monde. Donc là, il y a une volonté, il y a à la fois une pédagogie à avoir des institutions, et puis aussi, mais après, je crois que la neutralité, elle fait partie, en tout cas, dans la culture politique française, mais je pense que là-dessus, ça va au-delà de la culture politique française, dans la définition que la loi donne de la fonction publique, ça fait vraiment partie de nos acquis, quoi. Et c'est une bonne chose. Sur la vérité, ben oui, vous avez raison, évidemment, la question c'est celle de la vérité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand il s'agit de religion en particulier, la religion, un de ses aspects, c'est évidemment un noyau dur de conviction. Et si j'ai des convictions religieuses, ben ça veut dire que les convictions religieuses de ma voisine, qui ne sont pas les mêmes que les miennes, je juge qu'elles sont quand même fondamentalement erronées. Elle se trompe. Elle va à sa perdition. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce que j'essaye à tout prix de la sauver? Peut-être, c'est ma responsabilité, donc je vais essayer de la convaincre. Mais je ne vais pas lui taper dessus jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Et la laïcité, c'est ça. C'est d'apprendre à fonctionner avec
des voisins qui n'ont pas les mêmes convictions. Et d'apprendre, non pas de relativiser nos convictions, mais d'apprendre que d'autres peuvent avoir d'autres convictions. Et que c'est ça qui fait le vivre ensemble. Et la laïcité, c'est ça. C'est pas une vérité supérieure. C'est pas une vérité qui s'imposerait plus. C'est pas échanger ma vérité, qui est celle de ma conviction, contre une vérité qui serait une absence de conviction. C'est simplement une forme d'organisation de la coexistence des convictions. Mais nous pouvons avoir, effectivement, chacun d'entre nous, un noyau dur de conviction, et nous avons un noyau dur de conviction, alors, plus ou moins, certains vont se déclarer, par exemple, agnostiques, donc diront, moi, je n'ai pas trop de conviction, ou en tout cas, j'ai la conviction qu'on ne peut pas trop bien avoir de certitude là-dedans. D'autres auront des convictions athées, d'autres auront des convictions religieuses de telle ou telle nature. Mais, voilà, le destin politique d'une démocratie, c'est que nous vivons ensemble avec des convictions différentes. Et l'essentiel, c'est ça, c'est que nous apprenions à vivre ensemble avec des convictions différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne se donne pas des occasions, ici ou là, de discuter, d'échanger, de partager, de confronter nos convictions. Mais il y a régulièrement, d'ailleurs, des rencontres entre chrétiens et musulmans, juifs et chrétiens, juifs et musulmans, où les gens, entre autres, vérifient un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vérifient dans ces cas-là? Ils vérifient que, quelle que soit la diversité des convictions, elles les conduisent en général à des attitudes pratiques qui sont assez convergentes, qui sont des attitudes de souci des autres, on va dire, tout simplement. Il ne faut pas oublier que les religions sont aussi un profond ressort de générosité, d'engagement, de souci d'autrui. C'est pas simplement quelque chose qu'on peut qualifier négativement, même s'il y a eu historiquement, et il y a ici ou là historiquement, pléthore d'exemples des débordements du religieux en termes d'intolérance, mais il faut la religion et les religions, et en particulier dans ce pays, ont été en grande partie aussi des écoles d'engagement, des écoles de dévouement, des écoles d'abnégation, des écoles d'altruisme. J'avais envie de rajouter très rapidement, suite à ce que nous dit Joël Roman, certains éléments qui font écho à des débats qu'on a eus dans les ateliers. La question évoquée autour du terme communautarisme, où effectivement tu rappelles que finalement on pourrait être autorisé entre guillemets à utiliser ce terme dès lors qu'il y aurait une loi spécifique pour chaque dite communauté, et que finalement on aboutirait à un cadre qui serait de ce point de vue plus commun, chacun sa loi. Mais il y a un autre élément qui me paraît important, c'est qu'il y aurait communautarisme de mon point de vue à partir du moment où il n'y a pas de rencontre entre les individus de ces dites communautés. Pour qu'on arrive effectivement à ces situations, on voit parfois dans certains quartiers des personnes, et ce n'est pas les quartiers qui sont désignés parfois comme les quartiers dits en difficulté, où il y a des personnes qui ne quittent pas leur territoire et cette dite communauté d'appartenance. Et pour autant, le terme communautarisme n'est pas forcément appliqué à ces quartiers-là. Ça dit bien quelque chose, je ne veux pas dire qu'il y a des bons méchants, vous avez bien compris. On a affaire à des processus aussi sociaux, etc. Vous avez des personnes, j'étais à Strasbourg, j'étais frappée, des jeunes gens qui me disaient qu'il a fallu attendre le tramway pour sortir du quartier de la Méno. J'étais un peu surprise parce que pour aller au centre de Strasbourg, de la Méno, c'est pas très loin. Sauf qu'effectivement, il y a un ensemble d'éléments, ça se discute peut-être, mais il y a un ensemble d'éléments qui font qu'il y a des personnes qui se retrouvent captifs de territoire et qui se retrouvent, y compris malgré eux, en situation de devoir cohabiter avec des personnes qui n'ont pas choisi. Rappelez-vous qu'à Montpellier, il y a des mamans marocaines qui sont allées à l'école protester contre le fait que leurs gamins ne rencontrent que des gamins marocains. Parce que dans certaines écoles, il y a une telle, on va dire, structuration de la fréquentation d'école qu'on se retrouve dans ces situations-là. Ça, c'était un premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question d'identité. Et je trouve que ça, c'est très intéressant de rappeler que, effectivement, ce qui nous distingue les uns les autres, qui fait qu'on est chacun une personne, on va dire, de ce point de vue, un individu à part entière, c'est forcément à partir, on va dire, d'autres aspects que je me définis, pas uniquement à partir de je suis un professionnel, je suis de ce quartier, je suis de cette dite origine, etc. Et tant qu'on continue à penser, me semble-t-il, les personnes au regard d'un seul élément de leur identité, même si eux-mêmes le mettent en avant, on oublie toutes les situations de rencontres possibles par les multiculturalisme,
multiculturalisme, il y a un autre terme qui est utilisé quand on parle d'interculturalité. Dans interculturalité, il y a le préfixe inter. Où est-ce qu'on se retrouve, malgré ce qui nous distingue par rapport à d'autres affiliations, d'autres appartenances? Je crois que tu l'as bien expliqué, il y a des moments où on peut faire commun. Et le faire commun, c'est peut-être cela dont il s'agit aussi dans me semble-t-il, moi je forme des travailleurs sociaux depuis 25 ans, j'en suis une aussi, et je crois que c'est de cela dont il s'agit, pour effectivement éviter ces replis à certains moments où on pense qu'on ne va pas pouvoir communiquer avec l'autre parce qu'il n'est pas comme nous. Et bien sur certains aspects, il n'est pas comme nous, mais sur plein d'autres aspects, on peut se rencontrer, voire même il peut être un peu comme nous. Il me semble, hein, ça fait un peu charada ce que je raconte, mais je crois que c'est important de le rappeler parce que c'est aussi de cela dont il s'agit dans les métiers au sens très très large de l'intervention sociale, qui fait écho à, me semble-t-il, des débats qu'on a aussi. On va reprendre une série de questions. Est-ce que vous entendez bien en haut? Vous voulez qu'on monte le son? Ça va? Allez-y. Je voudrais revenir sur la notion de limite de l'exercice du pouvoir en termes de neutralité de l'État. Et sur 3 exemples précis. Le premier, c'est dans le fait religieux, dans la pratique familiale. À quel moment un enfant, adolescent, a-t-il le droit et le devoir de s'appuyer sur l'État, choisir si besoin est son chemin religieux? Le deuxième, que l'on a vécu avec différentes lois, la loi de l'avortement, la loi sur le mariage, ce qui se passe sur la fin de vie, en quoi un lobby religieux, qui soit croyant, qui soit laïque, c'est pareil, peut-il imposer sa croyance, sa façon de voir à ceux qui ne sont pas partis de son chemin de croyance? Quel est le devoir de l'État à ce niveau-là? Et le troisième, c'est peut-être un point, les mots sont toujours piégés. Le mot égalité, qu'on a mis au départ, me gêne beaucoup parce que c'est l'égalité des droits, mais on ne parle pas du tout du droit à la différence quand on parle d'égalité, et du devoir, alors ça c'est singulier, et du devoir de différence quand on est au niveau collectif, qui le vivant a besoin de diversité. On va prendre une autre question, oui. Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir posé un certain nombre de choses, notamment sur le rapport radical-laïcité. Je vous remercie aussi. Rappelez, moi j'aime bien mon relation, dire que la laïcité c'est une loi qui favorise et qui protège la relation. Merci. Et puis maintenant ma question, parce que vous avez parlé beaucoup de communauté de reconnaissance. Je voudrais savoir, enfin j'ai le sentiment, ou j'ai plutôt l'hypothèse comme ça, qu'au fil du temps et de l'histoire, le traitement social de l'étranger, et pas n'importe quel étranger, des colonies, pas n'importe quelle colonie d'immigration algérienne, en tout cas, cet accueil perdure aujourd'hui comme un traitement social d'exception. Pour reprendre Sidi Mohamed Barket, un corps social d'exception. Et donc, on pourrait dire aussi, en empruntant Blanchot, qu'on a construit depuis 40, 50 ans, 60 ans, une communauté inavouable. Ma question, pour rejoindre la question de la vérité, est-ce que l'inavouable se dit? C'est quoi le régime de vérité? Est-ce qu'on peut traiter et sortir de l'inavouable? Et vous avez parlé de la reconnaissance. Je vais vous demander, au niveau étatique, c'est quoi une politique de la reconnaissance? Et, parce que moi j'en vois je suis un peu un militant aussi, travailleur social, militant, machin, etc., le droit de vote des étrangers. Mais, 3 petits points. On va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que c'est des questions assez complexes. Alors, oui, rapidement.
Quand vous m'interrogez sur le rôle de l'État, vous prenez trois choses, trois situations, trois cas, mais qui sont différents. Il me semble assez clairement que, en ce qui concerne les lois de bioéthique, ou d'une façon générale n'importe quel domaine qui serait un domaine dans lequel il peut y avoir une portée éthique ou morale, et dans lequel tel ou tel type de croyant pourrait ne pas être d'accord avec ce qui est proposé ou ce qui est en vigueur, ben, il est évident que dans ce domaine-là, la neutralité de l'État s'impose, c'est-à-dire que l'État ne doit pas céder à un type de conviction religieuse quelconque. Donc il n'y a pas... je ne pense pas là que une religion puisse être fondée de quelque manière que ce soit d'imposer son point de vue à la majorité et notamment à ceux qui ne font pas partie de cette religion-là, qui font partie de cette confession-là. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, en tout cas sur le principe, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, mais c'est dans la pratique. À partir du moment où il y a une majorité de députés qui votent, à partir du moment où il y a une majorité qui vote une loi, si cette loi est discriminante pour la minorité, que fait l'État? Si la loi est discriminante, mais en l'occurrence, est-ce que une loi qui permet des choses qui sont contraires à mes convictions n'est pas forcément une forme de discrimination? Je ne suis pas discriminé par ça. Une loi discriminante, c'est une loi qui dirait telle ou telle catégorie de personnes ne sont pas susceptibles, ne sont pas éligibles à tel ou tel traitement, etc. Ça serait une forme de discrimination. Et évidemment, si la loi mettait en œuvre des discriminations, ça ne serait pas tolérable. C'est compliqué, si vous voulez, parce que la loi passe son temps à faire ce qu'on peut appeler des discriminations, en tout cas des distinctions. Il y a des différenciations. Notre législation sociale passe son temps à distinguer les situations. Il y a des personnes qui ont des enfants, des personnes qui sont célibataires, bon, on ne va pas les traiter tout à fait de la même manière, etc. etc. Donc, évidemment, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui ont des situations particulières parce qu'ils ont passé un certain âge ou parce qu'ils n'ont pas encore atteint cet âge-là. Et la première de ces distinctions, c'est évidemment la distinction de la majorité et de la minorité. Donc, évidemment, on ne traite pas toutes les personnes exactement de la même manière. Donc ça fait partie. Mais personne n'irait dire, ou personne n'irait penser qu'il y a une forme de discrimination dans le fait de considérer qu'il y a une différence entre la majorité et la minorité. Et que l'âge, qu'on la mette à 18 ans ou qu'on la mette à un autre moment, mais peu importe, qu'il y a un moment où c'est pas la même chose que d'être adulte, d'être autonome ou d'être considéré encore comme étant mineur. Donc voilà. N'allons pas voir des discriminations là où il n'y en a pas. En revanche, la discrimination serait intolérable si elle organisait entre des gens qui appartiennent au fond à la même catégorie des distinctions qui reposeraient sur des raisons ou des motifs qui ne seraient pas admissibles, tout simplement. Donc là-dessus, je crois que la question des discriminations est encore une autre question. Mais sur votre question, en ce qui concerne les lois de bioéthique, par exemple, il est très clair qu'à mon sens, aucune communauté religieuse, de quelque nature que ce soit, peut se targuer de dire je vais imposer mes convictions à la totalité de la société. Évidemment, ça ne peut être que la majorité de la société qui décide. Néanmoins, et ça c'est un autre débat, un autre aspect, il me paraît par ailleurs tout à fait légitime que les membres de telle ou telle communauté religieuse disent publiquement et participent dans l'espace public à les discussions et à l'élaboration de la loi pour dire nous pensons qu'il faudrait plutôt aller dans telle direction plutôt que dans telle autre, etc. etc. Ça, c'est autre chose. Ils sont pleinement dans leur rôle et pleinement dans leur droit de ce point de vue-là. Et si d'autres communautés religieuses disent la même chose, c'est aussi leur problème. Donc, il peut y avoir là-dessus des convergences ou au contraire des divergences, peu importe. On va avoir là encore, c'est travailler au pluralisme. Mais, encore une fois, la décision finale, elle appartient aux législateurs ou à ceux qui sont en position de décider. Vous évoquiez un autre cas de figure qui était celui d'un enfant qui pourrait choisir sa religion.
Oui, bien sûr, mais il est évident que la famille est le lieu, en quelque sorte, je dirais presque naturel, spontané, dans lequel une proposition religieuse va être faite à un enfant. Et donc, après, c'est une affaire de dynamique éducative. Est-ce que cet enfant, à un moment donné, accepte, n'accepte pas, rentre dans tel ou tel cheminement qui va le conduire à adhérer à la religion, au contraire à s'en écarter? Bon, l'État n'a pas à se mêler de ça. Peut-être, Joël, ce qu'on peut dire, ce qui peut alimenter le débat, c'est que dans la déclaration des droits de l'enfant ratifiée par la France, les deux cas de figure sont posés, c'est-à-dire le droit pour les parents d'inculquer à leur enfant la religion de leur choix, mais le droit aussi des enfants d'avoir leur propre croyance religieuse. Quand, sur Kojoni par exemple, on traite les choses parce qu'il y a contentieux et conflit, on sait très bien que dans ces cas-là, en ce qui concerne notre système en France, il y a une référence, un recours au juge qui va trancher dans l'intérêt de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse tout de suite à la question, mais ça donne une idée d'une éventuelle implication de l'État dans les cas où il y a nécessité de recourir parce que la situation finit par être préjudiciable, notamment en enfance. Je pensais en particulier à Grenoble, il y a eu des articles sur le nombre de jeunes filles qui sont invisibles dans la sphère sociale à partir d'un certain âge, parce qu'elles ne vont plus à l'école, parce que c'est familialement proscrit. C'est ça. On va passer à la suite des autres questions. Alors, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Alors, il y avait la deuxième question. Alors, il y avait une deuxième question, oui. Bon, quand vous évoquez la question algérienne, évidemment, elle est centrale. C'est la grande question, parce que quand on parle de la question coloniale, la grande question coloniale en France, c'est la question algérienne. Non pas parce qu'elle serait plus importante, que la colonisation algérienne serait plus importante en soi, peut-être, que d'autres, mais c'est quand même l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, et elle a été matricielle pour tout le reste. Donc, et puis, la présence en France de gens qui sont d'origine algérienne est massive, est la plus importante, etc. Donc, l'histoire de la France avec l'Algérie, elle est profondément associée, profondément ancrée, quoi. Donc, vous avez raison tout à fait de dire qu'il y a là quelque chose, alors qui relève parfois d'un impensé, parfois d'un impensable. Il faudrait approfondir et développer, mais c'est sûr que c'est la grande ombre qui pèse. Quand vous dites qu'est-ce que peut être un acte de reconnaissance au sens d'une politique publique, quand j'évoquais la reconnaissance, ici, j'évoquais d'une part davantage, je dirais, des attitudes et des comportements qui sont les comportements des citoyens, des personnes, des individus. Moins la question de l'État. Néanmoins, je crois que l'État peut avoir un certain rôle en ce qui concerne favoriser une attitude de reconnaissance. Et il peut y avoir des formes de reconnaissance qui sont des formes de reconnaissance publique. Je pense par exemple, alors, je suis parti trop tôt ce matin pour savoir exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a été rencontré la veuve de Maurice Audin. Mais s'il y a eu là quelque chose qui ressemble à une forme de reconnaissance d'un crime d'État, à ce moment-là, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la politique de reconnaissance. De la même manière qu'aurait à voir avec la politique de reconnaissance une reconnaissance de la responsabilité de l'État au plus haut niveau de l'État dans les événements du 17 octobre 1962. Donc je pense qu'il y a là des choses qui sont de l'ordre d'une politique de la reconnaissance, au sens d'une politique de la reconnaissance par l'État. Vous êtes un peu dans un microcosme. Okay. Il faudrait l'élargir à la société civile. Est-ce que vous avez des représentants des religions dans vos différents groupes de travail? Bon. Est-ce que vous avez dans vos groupes de travail des gens qui connaissent les religions, la religion chrétienne, la religion musulmane, etc. Et j'invite les gens qui s'intéressent à ce problème-là de connaître à la fois la Bible, beaucoup le connaissent parce que dans
chrétienne, mais faire l'effort que j'ai fait moi, de connaître aussi le Coran. Je pense que ça devrait être une initiative de tous les gens qui veulent avancer dans cette initiative. Alors, pour répondre rapidement, la question s'est très souvent posée. Effectivement, des personnes disaient qu'il manque des acteurs, il manque notamment ces acteurs-là, des religions. Mais on n'a pas élargi le groupe jusque-là parce que c'est toute une démarche qu'il aurait fallu entreprendre et puis il fallait en discuter. Enfin bon, c'est pas si simple. En même temps, le travail du groupe aussi, on s'est quand même rendu compte qu'on avait essentiellement besoin de travailler sur nos propres pratiques et représentations et que déjà ça, on peut le faire sans avoir une meilleure connaissance des religions, mais déjà déconstruire tout un tas de... ce travail sur la reconnaissance, par exemple, il reste vraiment à faire. En termes de posture, moi j'ai des choses en tête où quelqu'un qui a une pratique rigoriste, des professionnels peuvent leur dire mais qu'est-ce que vous faites en France, pourquoi vous restez pas dans votre pays, des choses comme ça. Le volet inclusif de nos pratiques, etc., il est vraiment à travailler et c'est déjà un programme de travail. Après, on entend qu'il manque des acteurs qu'il faut ouvrir, mais aujourd'hui c'était très largement ouvert, par exemple. Je peux ajouter un mot ? Oui. Moi, je suis assez sensible à ce que vous dites et à votre questionnement. Il me semble qu'effectivement, c'est très important, là encore, de pouvoir... Alors, ça ne concerne pas la constitution du groupe de travail. Je ne vais pas chercher à interférer avec vos préoccupations et la question de savoir... puisque vous êtes orienté vraiment vers les professionnels. Mais de façon plus générale, je crois, dans la société, c'est très important d'être capable de comprendre les religions comme étant précisément aussi des sources d'engagement et de capacité de faire. Ça fait partie précisément aussi de notre héritage. Une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail social, ou d'une façon générale de ce qui s'est construit comme d'un côté éducation populaire, mais d'un autre côté aussi du secteur sanitaire et social, a à l'origine, mais pas seulement, le sport aussi, etc., a à l'origine une matrice qui est une matrice associative religieuse dans un certain nombre de cas. Il y a aussi une matrice non religieuse, laïque justement au sens de non religieux, et une matrice religieuse, qui ont été d'ailleurs les deux, pour la religieuse, la matrice religieuse, elle était à 80 ou à 90% catholique dans ce pays. C'est quelque chose qui a été extrêmement fécond et qui a permis effectivement beaucoup d'évolutions, jusqu'à ce que les uns comme les autres, d'ailleurs, à un moment donné, s'aperçoivent que finalement, au bout du compte, ils n'avaient pas le même drapeau, mais ils faisaient la même chose. Donc ça les a quand même beaucoup rapprochés. Mais pourquoi ne ferait-on pas pareil? Pourquoi n'essayerions pas aujourd'hui de tirer les ressources de ce qui se fait dans le monde associatif musulman, qu'on n'est pas capable de solliciter, je pense, avec assez d'énergie et avec assez de confiance. Je crois qu'il y a là aussi quelque chose qui est important pour comprendre précisément les dynamiques sociales qui sont à l'œuvre. Ça me paraît important, et ça me paraît presque plus important, même si vous avez raison de dire, que la connaissance du Coran, des choses comme ça, parce que bon, ça fait partie, je dirais, d'un élément de culture qu'on peut avoir et qu'on peut avoir envie d'acquérir, bien sûr. Mais moi, je me méfie toujours. Je respecte les religions et les convictions des religieuses des uns et des autres, mais telles que les uns et les autres les vivent et telles qu'ils les disent eux. C'est pas à moi d'aller vérifier ou corriger que tel ou tel musulman est conforme ou pas à ce que pense le Coran ou à ce que dit le Coran, etc. En tout cas, je m'interdis toujours d'intervenir là-dessus. Alors, bien sûr, par ailleurs, vous avez raison de penser que c'est utile de s'informer. Et juste pour dire, le groupe de travail est ouvert à tout professionnel, y compris des associations, etc. Donc, et puis peut-être qu'il sera davantage ouvert, mais ça, c'est à bâtir. Allez-y. Je réfléchis souvent au fait qu'il y a des religions où il faut mettre 3 ans ou plus pour y rentrer, mais après on peut faire ce qu'on veut. Il y a d'autres religions où on peut rentrer très vite, mais après on est peut-être plus
je vais dire un mot péjoratif, un peu coincé, peut-être pour sortir, parce qu'on est peut-être plus surveillé. Enfin, je dis ça, c'est très naïf, parce que je ne connais pas plus que ça. Mais je me dis, entrer et sortir, suivant les religions, c'est différent. Et parfois, je me dis, enfin là, en écoutant, est-ce que l'État pourrait, c'est sûrement pas son rôle, mais pourrait organiser l'entrée. Facile et laïque. Facile et laïque. Je vois mal comment l'État pourrait, d'une façon ou d'une autre, prétendre à organiser l'entrée ou la sortie des religions. Il n'a certainement pas à s'en mêler. Par ailleurs, ce que vous dites ne me paraît pas tellement concerner des religions en tant que telles que des modalités du religieux qui peuvent être différentes au sein de la même religion. C'est-à-dire qu'il y a des formes plus ou moins ouvertes de pratiques religieuses dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans le judaïsme, dans l'islam et dans les différentes religions. Bien. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions vraiment que vous aimeriez poser à Joël Roman. On va s'arrêter là. Nous remercions tout le monde, bien entendu Joël Roman aussi. Et je voudrais ajouter juste une petite précision à Joël Roman notamment. En fait, on a travaillé, vous voyez que dans notre projet, on a mis beaucoup de temps à travailler la question de la laïcité, en fait, parce qu'on ne voulait pas amalgamer les choses. On l'a fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le contexte, quand même, post-attentat, avait joué un rôle très important sur la falsification de la laïcité. Et du coup, on avait vraiment besoin de vos éclairages. Donc, merci beaucoup. Merci.